Mars 1977, Festival international du film fantastique de Paris. La foule se presse devant le cinéma Le Grand Rex pour la projection hors compétition du très attendu Suspiria de Dario Argento, son film aujourd'hui le plus connu. Il faut dire que le cinéaste italien, admirateur de Mario Bava et qui a fait ses armes aux côtés de Sergio Leone, n'en est pas à son coup d'essai. Son précédent film, Profondo Rosso, ou Les frissons de l'angoisse, a convaincu nombre d'adeptes du giallo. Pour les néophytes, le giallo est un genre de film d'exploitation, ancêtre du slasher, en vogue depuis les années 60, savant mélange de polar, d'horreur et d'érotisme. Le terme désigne aussi les romans policiers, popularisés par la maison d'édition Mondadori. Voilà pour la minute culturelle. Suspiria marque pourtant une rupture dans la carrière du réalisateur. C'est en effet sa première incursion dans le fantastique. Le film, ouvertement inspiré de l'univers des contes, Alice au pays des merveilles en particulier, trouve sa source dans le roman Suspiria de Profundis de Thomas de Quincey, dans lequel apparaissent au milieu d'un rêve 3 sœurs funestes, référence aux 3 grâces ou aux 3 parcs de la mythologie gréco-romaine. La mère des pleurs, la mère des soupirs et la mère des ténèbres, qu'Argento transforme en sorcière pour ce qui deviendra la trilogie des 3 mères. Do you believe in witchcraft? Dario Argento puise également son inspiration dans le travail de ses mentors. Citons ici, pêle-mêle, et parmi d'autres, l'incontournable Nosferatu de Murnau, expressionniste en diable, l'œuvre de Tourneur, célèbre pour ses jeux d'ombre et de lumière, ou l'étrange Juliette des esprits d'Il Maestro Fellini. L'intrigue retrace le voyage initiatique de Suzy, jeune étudiante américaine, qui vient d'intégrer la prestigieuse Académie de danse de Freiburg. L'ambiance y est assez vite très pesante. C'est le moins qu'on puisse dire. Les lieux ayant été autrefois occupés par une vilaine sorcière qui, semblerait-il, n'a pas tout à fait jeté l'éponge. Dario Argento imagine d'abord une première version du scénario où les apprenties danseuses seraient interprétées par des enfants entre 10 et 13 ans. Son producteur, Salvatore Argento, oui, c'est papa, l'en dissuade immédiatement, craignant un refus du distributeur. Les actrices sont malgré tout castées et dirigées pour coller au plus près de cette première mouture. Jessica Harper, repérée dans Phantom of the Paradise, prêtera ainsi ses grands yeux et son teint de porcelaine au personnage principal. Du coup, Daria Nicolodi, co-scénariste, muse et compagne d'Argento à l'époque et qui devait interpréter Suzy, se retrouve reléguée, rapport à son âge, au rôle de silhouette dans la scène d'ouverture et à la voix rocailleuse du personnage d'Elena Marcos, une vieille sorcière, campée à l'image par une anonyme nonagénaire repérée dans une maison de santé. Maigre compensation pour Daria, qui a dû apprécier le compliment. Scusate un momento. Argento, qui rêve de faire de Suzy une Blanche-Neige des temps modernes, pense immédiatement à Luciano Tovoli pour la photographie. Chef opérateur pourtant peu accoutumé au cinéma de genre, il a surtout travaillé avec Antonioni, il lui concocte une atmosphère expressionniste colorée au poil, composée de couleurs primaires très vives, utilisant les motifs décoratifs du film d'animation de Walt Disney. Tovoli, afin d'obtenir les tonalités de lumière désirées, remplace les gélatines sur les projecteurs par des morceaux d'étoffe colorée. L'éclairage est souvent disposé très près des comédiens, qui, en plus d'être gênés par l'intensité lumineuse, crèvent littéralement de chaud. Pour amplifier la saturation des teintes, le film sera même développé sur la dernière machine Technicolor 3 bandes de Rome, qui, pour la petite histoire, a été réformée peu après. Les décors de Giuseppe Bassan sont particulièrement méticuleux et bourrés de références. Argento a par exemple fait surélever la hauteur des poignées de porte pour que les actrices soient contraintes de lever les bras pour les ouvrir à la manière d'un enfant. L'extérieur de l'Académie, pourtant tourné en studio à Rome, est une quasi-réplique de la très reconnaissable Maison de la Baleine à Freiburg. Sur les murs de la labyrinthique école, située rue Escher, vous allez voir le clin d'œil, Escherstrasse. Was? on retrouve les œuvres de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, c'est lui, célèbre pour ses représentations d'effets d'optique et de constructions impossibles. Ici, par exemple, dans la chambre de la première victime, et là, dans le bureau de Madame Blanche. No, il punto è un altro. Même exigence pour le choix des décors naturels. L'esplanade sur laquelle le pianiste aveugle promène son chien n'est autre que la tristement célèbre Königsplatz de Munich, à l'époque entièrement pavée, qui accueillait les discours d'Adolf Hitler lorsqu'il a pris le pouvoir. Difficile d'évoquer le mal absolu de manière plus éloquente.
Un autre élément contribue, et pas qu'un peu, à l'atmosphère anxiogène tapie tout au long du film, c'est bien entendu la musique du groupe italien de rock progressif Goblin. Mêlant sonorités électroniques et effets vocaux du chanteur Claudio Simonetti, elle est malicieusement diffusée plein pot lors du tournage pour mettre les acteurs en condition. En plus, les comédiens parlent tous une langue différente, anglais, italien et allemand, ce qui ne simplifie pas les échanges de répliques. Ok, basta. Le son n'a d'ailleurs quasiment pas été enregistré pendant le tournage, puisqu'il a fallu doubler tout ce petit monde en post-production. Ho scritto tutto qui, accanto a te. Susi, tu sai niente. La musique conditionne également le rythme du montage. Près de 1300 plans, tous uniques, comme exigé par la soigneuse shotlist du maître, qui offre ici beaucoup plus qu'un film d'épouvante. Suspiria est une expérience cinématographique à part entière, en forme de cauchemar éveillé, qui transcende les genres. Le film peine malgré tout à convaincre la critique lors de sa sortie en Italie. Gageons alors que Dario Argento a apprécié à sa juste valeur le triomphe que lui fait le public en cette soirée de festival parisienne. La barre est donc placée très haut pour les deux autres volets de la trilogie des Trois Mers. Inferno en 1980 et La Troisième Mer en 2007, qui, selon les fans, n'égalent en rien le premier opus. Nous ne nous attarderons pas non plus sur le remake de Luca Guadagnino, un compatriote, sorti en 2018 et que Dario a taclé un peu partout dès qu'il en a eu l'occasion. Mais c'est une autre histoire. Ok, basta.